Alors moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Bien que beaucoup ait été dit et quasiment tout ait été dit sur le fait de conduire un projet de recherche et du circuit dans lequel on s'inscrit. J'aime bien l'idée de continuum. Alors ça, c'est des équipes infirmières, notamment britanniques, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Avec l'idée d'un cycle, vous avez tout en haut les premières étapes qui sont, sur le côté plutôt, des étapes de développement, développement de l'intervention, de la théorie, du concept si vous voulez manier, etc. Les étapes de pilotage. Puis vous passez à l'évaluation en tant que telle, avec des allers-retours à chaque fois sur ces différentes étapes. Et puis l'étape finale étant l'implantation dans les pratiques de soins, l'implantation dans les services. C'était des questions que vous abordez tout à l'heure sur le projet précédent. De la même façon, ça c'est une figure un peu plus ancienne, qui est un peu plus linéaire, mais qui reprend vraiment ces différentes étapes et qui incite, en tant que chercheur, à réfléchir à la place où on se situe dans notre sujet. Alors moi, le projet que je vais vous présenter dans les 9 minutes qui me restent, c'est plutôt des étapes 2, 3 et 4, pour être exact. C'est une phase assez exploratoire dans un grand nombre de services d'urgence. Puis on a monté et coordonné un projet de recherche interventionnelle avec un groupe contrôle. Et puis on réfléchit aujourd'hui, on est plus que sur la réflexion, parce qu'on est en train de démarrer un nouveau projet qui concerne l'implantation dans les services de la pratique en question. J'aime bien aussi cette figure parce qu'elle rappelle les étapes qu'on connaît bien dans le domaine de la recherche clinique, mais là pour des sujets qui sont plus proches des nôtres, sur l'évaluation d'intervention, de l'amélioration des pratiques au sens large. Alors, mon sujet sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs années porte sur pratique de dépistage par les infirmiers dans les services d'urgence, et en particulier sur la question de l'infection à VIH. Pour faire très court, quelques éléments que vous connaissez en plus sans doute déjà. On a une épidémie d'infection à VIH qui est relativement stable ces dernières années, bien qu'il y ait des récentes évolutions. Une épidémie qui est concentrée dans des groupes plus exposés, une problématique d'un retard au dépistage qui est encore fréquent, et nous sommes en Île-de-France particulièrement concernés par le sujet, puisqu'on totalise près de la moitié des infections qui ne sont pas diagnostiquées. Alors notre objectif, et ce projet s'insère dans ce première étape, qui est dans la cascade de soins proposés aux patients, pouvoir bénéficier d'un dépistage, d'un diagnostic, pour par la suite être sous traitement et atteindre une charge virale indétectable. Alors ça rappelle les 3 objectifs fixés par l'OMS sur un plan international qui sont à atteindre demain, puisque c'est pour 2020, 90% des patients porteurs d'infection à VIH doivent pouvoir connaître leur statut, puis pour les 2 autres étapes, 90%, 90%. À l'horizon 2030, les objectifs sont fixés à 95%. Donc on est déjà un peu en retard en soi, en France. C'est pas uniquement spécifique de la France. On va retrouver des retards sur cette première étape qui est essentielle, qui est la connaissance de son statut. Et on a des bien meilleurs résultats sur les 2 piliers qui suivent. C'est pas anodin ce que je dis. C'est vraiment relatif à la place de la prévention, place du dépistage dans nos cultures et dans nos projets, quels qu'ils soient, recherche ou autres. Alors, pour pouvoir limiter ces problèmes de retard au diagnostic ou de non-diagnostic, il a été recommandé, il y a maintenant près de 10 ans, en 2010 en France, de pouvoir proposer un test de dépistage à tous. Ça faisait écho à des recommandations similaires aux États-Unis, puis en Angleterre, et puis un peu après au Canada. Sur le plan infirmier, on a la possibilité de proposer, réaliser, rendre un test rapide d'orientation diagnostique. C'est le cas depuis 2010. Et il s'avère que ces recommandations de dépistage systématique ou dépistage généralisé ont été relativement faibles, que ce soit en France, où il n'y a pas d'application de ces recommandations dans les services de soins généraux, j'entends, et on va retrouver une application très faible aux États-Unis et au Royaume-Uni. À l'issue de ce constat, la Haute Autorité de Santé a encouragé à réévaluer la stratégie de dépistage. Ça a été le cas en 2015 avec début de réflexion sur une proposition plus resserrée, directement toujours dans les services de soins, mais pour des populations plus concernées.
Alors ça avait été abordé dans une revue systématique américaine en 2011, et puis on va retrouver des incitations, encore une fois, sur un plan international en 2015-2018. Mais ces évaluations propres de l'intérêt et l'impact d'une pratique infirmière dans des services de soins généraux comme les services d'urgence pour des populations clés n'avaient fait l'objet que d'essais monocentriques, donc un seul service aux États-Unis, et les résultats étaient contrastés et encourageaient à évaluer ces sujets sur une plus large échelle. Alors c'est la raison de ce projet qu'est l'essai DCV avec un financement NRS pour le projet, et pour ma part j'étais dégagée par un financement doctoral de la PHP. Alors j'ai coordonné un projet avec une randomisation dite en cluster, crossover en 2 périodes, dans 8 services d'urgence. Et l'objectif, c'était de réfléchir à l'efficacité et au coût-efficacité d'une pratique infirmière de dépistage dans ce service. Je vais un peu vite parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce sujet. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être plus de réfléchir ou discuter du processus en tant que tel que sur les résultats. Alors l'intérêt de ce programme de recherche, qui est un programme relativement complet avec une base de données conséquente, c'était aussi de réfléchir à des aspects plus fins de faisabilité, d'acceptabilité de la pratique, parce qu'on avait l'antériorité, je vais aller un peu vite, mais d'une première étude dans 29 services d'urgence en 2009-2010, étude à laquelle j'avais participé. Et à l'issue de cette première exploration, il n'y avait pas de mise en place du dépistage du VIH dans les services d'urgence. Donc on partait déjà d'un constat de complexité d'application de telles pratiques dans les services. L'étude d'ICV nous a permis de documenter de manière plus précise ces aspects, en ayant toujours en tête mieux connaître, mieux comprendre les facteurs d'application pour pouvoir proposer des stratégies qui permettraient d'encourager et de réellement intégrer ces pratiques au quotidien. Alors, pour aller très vite à l'essentiel, les résultats d'efficacité ont été publiés et montraient que cette stratégie avait un intérêt, elle était efficace, à un coût qui était relativement faible. Ces conclusions qui avaient été portées à la connaissance de la Haute Autorité de Santé ont été intégrées dans les dernières recommandations issues du groupe de travail que je présentais au démarrage. Recommandations qui datent de 2017, repris dans un rapport d'experts encore tout récemment. Je vous le présente de manière très lisse, mais il faut savoir que ces sujets ont fait l'objet de débats particulièrement forts au sein de la communauté scientifique. Réfléchir à la question du dépistage du VIH dans un service de soins généraux de manière systématique ou ciblée, c'était absolument pas une évidence. Et on avait des tenants et des aboutissants, enfin voilà, des personnes qui étaient très favorables et d'autres qui ne l'étaient absolument pas. Et il faut savoir qu'au démarrage en 2014-2015, on a essuyé quelques plâtres suite à la proposition de ce projet de recherche à la NRS. Les facteurs de mise en œuvre de la pratique ont été évalués dans le cadre d'un postdoctorat que j'ai finalisé, que j'ai réalisé en partie à Montréal. J'ai mis la photo pour faire un petit clin d'œil à Julien Bouix, dont on aperçoit le bureau tout au fond ici. On a réfléchi et évalué de manière plus fine quels étaient les facteurs de mise en œuvre pour différentes étapes du process de dépistage, notamment proposition du questionnaire qui était l'étape première, pour pouvoir repérer les patients les plus exposés, et puis l'étape finale qui est l'acceptation par les patients d'une proposition de test. Ceci a fait l'objet aussi d'une publication avec l'identification de facteurs qui sont maintenant documentés. Il est plus simple de proposer un questionnaire quand on est en semaine comparativement au week-end, plus simple quand il y a une équipe qui est dédiée. Ça, c'était pas forcément une évidence parce que l'équipe, elle était l'équipe de recherche. Il y a une personne dans la salle qui a bien connu ce projet et qui se reconnaîtra. Et puis, il était plus complexe de faire ces propositions de questionnaire quand les conditions de travail sont plus contraintes avec un flux important ou quand l'étude est en cours depuis un certain temps. Donc on pouvait noter un certain essoufflement, données qui avaient été documentées déjà dans le cadre du dépistage systématique et pour lequel on ne disposait pas d'informations dans cette proposition plus resserrée. Alors, le point principal, la conclusion de ces premiers volets, c'était que cette stratégie de dépistage, elle peut être intégrée. Et autant vous dire que ce n'était absolument pas évident quand on a commencé. On a des résultats, si on les confronte aux données particulièrement américaines. Là, c'est une équipe de Cincinnati, une équipe de Denver, qui sont relativement bons. On a environ 2/3 des consultants identifiés comme les plus exposés qui ont accepté d'être testés.
En revanche, pour aller à l'essentiel, il y a encore un certain nombre de défis qui sont devant nous pour la mise en œuvre future de cette stratégie, avec des facilitateurs et des freins qu'on explore aujourd'hui sur un plan plus qualitatif. DCV, ça a été l'occasion de rencontrer un grand nombre de patients, mais aussi de professionnels de santé, et de savoir ce qu'ils pensaient de ce type de stratégie, et de savoir comment eux pensaient pouvoir mettre en œuvre ce type de démarche par la suite dans leur service. Est-ce que déjà ils pensaient que c'était faisable de le faire, et si oui, sous quelle forme? Et donc ça, c'est en cours de finalisation pour la partie qualitative. Les perspectives, c'est vraiment de nous inciter à réfléchir à nos organisations, à être innovants, parce que rien n'est possible aujourd'hui à l'hôpital quand on entend nous-mêmes les situations, en particulier dans des services comme les urgences qui sont aujourd'hui dans des situations particulièrement complexes. Malgré tout, il y a des dynamismes très forts, des équipes particulièrement motrices, et il faut le noter sur ces sujets infirmiers. Pour l'instant, on a des très bons accueils des équipes avec une très haute participation, mobilisation. Et notre dernière perspective et objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire cette évaluation sur un temps plus long et dans un plus grand nombre de services, justement pour mieux comprendre les étapes d'implantation. Et ça fait l'objet d'un projet qui vient d'être accepté pour financement par la NRS et par les collectivités territoriales vers Paris sans sida et pour une région, pour une Île-de-France sans sida, pour être tout à fait exact. Cette thématique de l'évaluation de cette pratique infirmière, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, très dynamique, très mobilisé. On a un maillage de dépistage qui est extrêmement complexe. Les infirmiers, au sens propre, ont une place dans cette organisation. On a aujourd'hui une pluri-proposition de dépistage qui existe. Vous avez sûrement entendu parler des autotests. Il y a la possibilité d'avoir des tests combinés. Il y a évidemment une révolution dans le cadre de la prévention pour l'infection à VIH qui a été la mise à disposition de traitements PrEP, traitements de prévention, qui nous permettent à nous, soignants, cliniciens et chercheurs, de continuer à réfléchir sur des approches qui sont innovantes, des approches qui sont aussi collaboratives. On ne fera rien tout seul dans notre coin, on peut tous essayer de participer. L'exemple du dépistage du VIH en est un grand, à mon sens, un bon en tout cas. Je conclus dans le temps imparti en soulignant le fait que ce travail n'est absolument pas un travail individuel, c'est le travail d'une grande équipe, des services particulièrement mobilisés, des patients très à l'écoute de ce type de stratégie. On est en train de dépouiller les résultats qualitatifs. Vous voyez qu'il y a un certain temps qui s'écoule entre le moment où on fait et puis au moment où on finit par répondre aux questions. Et puis évidemment, je suis très bien entourée. Vous avez ici les personnes qui m'ont accompagnée pour le travail de thèse, aussi pour le travail postdoctoral, et une grande équipe de chercheurs de plein d'horizons, infirmiers, mais aussi au-delà, qui ont participé à ce projet. Je vous remercie.